Top. Voilà, Narmer Zéo de Tameri Sematawi. Nous allons continuer notre live. Nous étions à la 5e question qui est: quelles sont les thématiques historiographiques explorées et approfondies par l'auteur dans son ouvrage pionnier Nation nègre et culture, dont je rappelle que nous sommes en train de le passer en revue, de passer l'ouvrage en revue. Je pense que certaines thématiques historiographiques n'avaient jamais été explorées avant Cheikh Anta Diop. Et sachez que l'école africaine d'égyptologie s'emploie depuis 1974 à approfondir ces thématiques. Qu'il me soit permis d'en énumérer quelques-unes à titre purement indicatif. Il y a d'abord l'origine africaine de l'humanité et le processus de différenciation raciale. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la genèse de l'Homo sapiens sapiens en Afrique et de sa sortie du continent africain, la migration préhistorique qui va aboutir à l'apparition des autres types somatiques, des autres variétés biologiques qu'on appelle les leucodermes et les xanthodermes, et à la fin, ce qu'on appelle le type sémitique, le processus d'apparition des sémites dans l'histoire. Donc c'est cette première thématique que Cheikh Anta Diop a été un des premiers à élucider. Deuxièmement, l'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne et le peuplement de la vallée du Nil. Là, il s'agit précisément de la façon dont, à partir de la région des Grands Lacs, les populations d'Égypte et de Nubie ont essaimé dans la vallée méridionale, moyenne et septentrionale du Nil. Comment ces populations, par un mouvement sud-nord du Paléolithique supérieur jusqu'au proto-dynastique, ont essaimé pour occuper, c'est-à-dire ce qu'on appelle le substrat ethnique du peuplement de la vallée du Nil. Donc, c'est cette question qui est capitale. Ensuite, il y a l'origine nègre égyptienne, négo-égyptienne, de l'écriture, des sciences, des arts, des lettres, de la philosophie, du droit. Et les emprunts faits par les Grecs, les Latins, les Juifs, les Arabes, etc., etc., aux civilisations nègres d'Égypte et de Nubie. C'est la troisième thématique. La quatrième thématique, c'est l'origine négro-égyptienne, nègre égyptienne, des religions abrahamiques dites révélées. L'origine négro-égyptienne, nègre égyptienne, des religions abrahamiques dites révélées. En l'espèce, il s'agit, chronologiquement, selon un ordre de succession chronologique, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Mais, on oublie souvent aussi les sagesses d'Asie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bouddhisme, hein? Tout ce qui concerne les sagesses du Japon, hein? De Corée, de Thaïlande, etc., etc. Ensuite, cinquième point, l'identification des grands courants migratoires et la formation des ethnies africaines actuelles que nous voyons. Quand nous parlons des Bambara, les Bambara viennent d'où? Quelle est l'ethnogenèse des Bambara? L'ethnogenèse des Zoulous, l'ethnogenèse des Dogons, des Yoruba, etc. Donc ça, c'est une thématique qu'on n'avait pas étudiée avant Cheikh Anta Diop de façon scientifique. Cheikh Anta Diop a écrit à cet égard un article qui sert de modèle pour nous, qui est intitulé « L'identification du berceau nilotique du peuple sénégalais ». Ça, c'est très important. Ensuite, il y a, autre thématique historiographique, la parenté linguistique, génétique et partant culturelle entre l'Égypte ancienne, la Nubie et le reste de l'Afrique noire. La parenté
linguistique et culturelle entre l'Égypte ancienne, la Nubie et le reste de l'Afrique noire. Ensuite, il s'agit de l'origine africaine de la métallurgie du fer et des autres techniques, n'est-ce pas, de fonte du fer dans le monde. Ensuite, autre thématique historiographique fondamentale, les deux berceaux culturels de civilisation, le berceau septentrional conféré aux Indo-Européens, d'une manière générale, le berceau méridional conféré aux civilisations noires, d'une manière générale, et ce qu'on appelle les zones de confluence entre les deux berceaux, à savoir le berceau sémitique, à savoir l'Asie occidentale, c'est de la Mésopotamie. Donc, cela met en jeu, donc cette thématique met en jeu ce qu'on appelle l'étude du patriarcat et du matriarcat dans l'histoire humaine. Ensuite, la formation et l'organisation des États africains précoloniaux, que nous on appelle de la période impériale, n'est-ce pas? Après le déclin de l'Égypte et de la Nubie. Il s'agit donc des civilisations post-pharaoniques dans l'ordre chronologique. Les civilisations négro-africaines post-pharaoniques. Ensuite, l'État, l'apparition de l'État et l'apparition de la révolution sociale de l'Antiquité à nos jours. L'État est né dans la vallée du Nil, la première révolution sociale qu'on appelle la révolution paysanne ou osirienne est née dans la vallée du Nil et c'est un grand scribe qui s'appelait Ibou Ourou, c'est-à-dire Ibou Our, qui a retracé ça dans le texte intitulé Admonition d'un sage, de Ibou Our. Ensuite, il s'agit comme thématique historiographique de l'origine des Sémites et des Berbères. L'origine des Sémites, l'origine du monde sémitique et du rameau berbère. Je parle ici des proto-berbères. Parce que ces questions n'avaient pas été élucidées avant Cheikh Anta Diop. Ensuite, l'émergence de l'Espagne et du Portugal comme nation impérialiste à l'aube des temps modernes. Or, il apparaît que si les Arabes n'avaient pas pris les éléments de civilisation de l'Afrique, notamment de l'Égypte et de la Nubie, pour les donner à l'Espagne, à partir de 711, les Arabes entrent en Espagne en 711 et vont être chassés d'Espagne. En 1492, le dernier bastion, n'est-ce pas, arabe, c'est Grenade, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y aurait pas eu la civilisation et l'impérialisme de Charles Quint. L'impérialisme de Charles Quint. Ensuite, l'autre thématique historiographique, ce sont les relations culturelles, biologiques, avec le monde précolombien. Ce qu'on appelle la Mésoamérique. L'Amérique précolombienne. Quand il y a des pyramides chez les Aztèques, les Mayas, les techniques viennent d'où? Comment on a fait pour peupler l'Amérique? À partir d'où? N'est-ce pas? Parce qu'on oublie qu'il y avait un peuplement ancien de l'Amérique qui venait de l'Afrique. Et ensuite, il y a un peuplement d'Asie qui est passé par le détroit de Bering. Et le mélange de ce substrat africain avec le type asiatique a donné ce que vous appelez les Amérindiens peau rouge, qui n'ont pas la peau rouge, mais qui ont un type asiatique, mais qui sont très sombres de peau. C'est le cas notamment des Indiens Navajos, etc. Il faut voir leur type humain. Donc, toutes ces thématiques historiographiques, je peux même ajouter que Cheikh Anta Diop avait anticipé l'apparition de ce qu'on appelle le numérique et l'intelligence artificielle de nos jours. N'est-ce pas? Le numérique et l'intelligence artificielle. Et il avait même été jusqu'à dire que sans tout cela, les Africains risquent de rater le nouveau rendez-vous de l'histoire des révolutions scientifiques et technologiques au sens de Kuhn. Les révolutions scientifiques et techniques au sens de Kuhn. Parce que toute l'histoire de l'humanité est faite à partir des révolutions scientifiques successives. Donc, c'est ce processus cumulatif des conquêtes scientifiques que Cheikh Anta Diop avait également anticipé pour le plus grand bien de l'humanité.
quels sont, pour ma sixième question, quels sont les concepts fondamentaux et opératoires dans l'argumentation et la démonstration du savant africain? On ne peut pas parler de tous les concepts tant ils sont nombreux. Ces concepts structurent littéralement la vision de Cheikh Anta Diop. Voilà pourquoi je vais me contenter de 5 concepts fondamentaux à charge pour le lecteur de découvrir les autres concepts dont on ne parle pas souvent dans le cadre de l'historiographie générale. Et le premier concept le plus important, c'est le concept de continuité historique. Parce que, comme le dit Cheikh Anta Diop, le problème de l'histoire de l'Afrique a été mal posé. C'est-à-dire, Cheikh Anta Diop écrit ceci. Tandis que l'Européen peut remonter le cours de son histoire jusqu'à l'Antiquité gréco-latine et les steppes eurasiatiques, l'Africain qui, à travers les ouvrages occidentaux, j'insiste, essaie de remonter dans son passé historique, s'arrête arbitrairement à la fondation de Ghana, 3e siècle après Jésus-Christ. Au-delà de ces ouvrages, ces ouvrages lui enseignent que c'est la nuit noire. Alors, Cheikh Anta Diop me posait une série de questions qu'on appelle des interrogations problématiques. Cheikh Anta Diop dit ceci. Que faisaient ses ancêtres sur le continent depuis la préhistoire? Comment se fait-il qu'ils aient tant attendu pour surgir tout d'un coup de l'ombre avec une organisation sociale quasi perfectionnée? Ont-ils toujours habité l'Afrique ou venaient-ils d'ailleurs? Tandis que le ressortissant de l'Afrique occidentale peut contempler ainsi 2000 ans d'histoire, ceux des autres régions sont moins favorisés. Dans les bassins du Congo, du Zambèze, dans la région des Grands Lacs, les manuels occidentaux ne permettent guère de remonter sans solution de continuité au-delà de quelques siècles. Ces trous dans l'histoire africaine, poursuit Cheikh Anta Diop, restent inexplicables aussi longtemps que l'on aborde mal le problème. On s'est évertué à chercher à l'intérieur du continent sur place la stratification des civilisations successives. Et voici la phrase clé de Cheikh Anta Diop. Le problème général qui se pose pour l'histoire africaine est d'arriver par des recherches fructueuses à rattacher, non pas d'une façon hypothétique, mais effective, tous ces tronçons de passé à une antiquité, une origine commune qui rétablit la continuité. C'est très important. C'est-à-dire que les trous dans l'histoire africaine sont tout simplement l'absence d'une continuité depuis la préhistoire. Parce que l'Afrique, il y a une continuité remarquable depuis la préhistoire. Donc, Cheikh Anta Diop va s'employer à rétablir la continuité historique du passé humain des peuples africains en Afrique. Voilà le problème de Cheikh Anta Diop. Le problème de Cheikh Anta Diop, ce n'est pas la race des Égyptiens. Les Européens n'étudient pas la Grèce parce que les Grecs étaient des Blancs. Ce serait une niaiserie. Hein? Le problème de Cheikh Anta Diop, c'est rétablir la continuité historique du passé humain des peuples africains dans l'espace et dans le temps en Afrique même. Vous voyez? Je vais être très clair. S'il y a une population qui s'appelle Douala au Cameroun, cette population, lorsque l'archéologie montre et les faits linguistiques montrent qu'au-delà du XIIe siècle, au-delà du 9e et du 8e siècle, cette population n'était pas au Cameroun. On est obligé de remonter le fil conducteur de ses ancêtres les plus lointains pour savoir où était cette population pendant la préhistoire. Puisqu'on ne peut pas imaginer que les Douala, qui sont des êtres humains, n'aient pas de lien avec les premiers hommes apparus sur la Terre. C'est la généalogie historique elle-même qui impose une telle continuité. Donc Cheikh Anta Diop rétablit pour la première fois la continuité historique du passé des peuples africains et des Africains. Le deuxième concept fondamental, c'est la conscience historique. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de conscience historique, nous voulons dire que pour Cheikh Anta Diop, un peuple doit être capable
les étapes successives de l'évolution de son histoire, depuis ses origines, et d'avoir le sentiment d'être un sujet de son histoire et non pas un objet passif d'une histoire qui est faite, écrite sans lui et contre lui. Lorsque nous parlons des colonisés, lorsque nous parlons des esclaves, lorsque nous parlons des néocolonisés, lorsque nous parlons des indigènes de la République, ce sont des concepts qui nous consacrent en tant qu'objet d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais lorsque nous parlons de ce que Diop appelle les bâtisseurs d'histoire du Zimbabwe, nous parlons effectivement des sujets d'histoire, des acteurs de leur propre histoire. Et c'est cette conscience historique qui marque ce qu'on peut appeler l'affirmation de la confiance en soi. S'il n'y a pas de confiance en soi, il ne peut pas y avoir d'estime de soi. S'il n'y a pas d'estime de soi, il ne peut pas y avoir d'affirmation de soi dans un monde qui est marqué par la compétition impitoyable et l'accès aux ressources de la planète. Donc l'homme africain partira battu d'avance aussi longtemps qu'il ne va pas restaurer sa conscience historique. Donc après le rétablissement de la continuité historique, il faut restaurer la conscience historique du peuple africain et des Africains. Et ça, c'est très important selon Cheikh Anta Diop. Il y a maintenant la mémoire historique. La mémoire, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop est un des premiers à avoir créé chez les Africains un sentiment mémoriel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des grands événements qui ont marqué le destin de votre peuple, vous devez pouvoir entretenir leur mémoire en restituant ce que vous savez de cette mémoire. C'est ça qu'on appelle la commémoration. Donc ce qui est important, c'est d'abord ce qu'on appelle la restitution de la mémoire collective des peuples africains. En second lieu, il y a ce qu'on appelle maintenant les lieux de mémoire. Vous voyez? Par exemple, Haïti, c'est un lieu de mémoire très important. Qu'il s'agisse de la forteresse du roi Christophe, qu'il s'agisse même du bois Caïman, qu'il s'agisse des Gonaïves. Mais au Cameroun, Bimbia, c'est un grand lieu d'histoire. Mais notre histoire n'étant pas liée seulement à la traite et au razzia, au Cameroun, il y a eu des grands royaumes. C'est aussi des lieux de mémoire. Et ces lieux de mémoire, nous devons les investir, les restaurer et en faire des lieux de pèlerinage mémoriel. Vous voyez? Mais il faut aussi des calendriers de mémoire. Parce que jamais nous ne pouvons, aujourd'hui, au jour où nous parlons, il y a peut-être beaucoup d'événements qui sont passés. Des gens qui sont morts pour que nous puissions être en vie. Qui les commémore aujourd'hui? Personne. Il faut parfois que ce soit le hasard qui nous amène à commémorer ces événements. Je donne un événement, le 19 dernier. Oui, voilà. Les calendriers panafricains de mémoire. Ouais. Je donne un exemple simple. Le 19 dernier, il y avait l'anniversaire du congrès panafricain. Combien en ont parlé? Combien en ont parlé? Ouais. Récemment, nous avons parlé des 45 ans du colloque du Caire. Mais c'est un événement mémorial considérable, le colloque du Caire. Hein? Donc, je pense que les Africains doivent de plus en plus s'attacher à restaurer la mémoire collective de leur peuple depuis que des hommes se sont battus pour que l'humanité puisse accomplir sa destinée, qui est tout simplement la Marthe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la causalité historique chez Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que souvent, les Occidentaux font passer pour la cause ce que sont les effets de notre histoire. Par exemple, la traite négrière est présentée comme la cause de tous les malheurs du noir. Et effectivement, on dit que le noir, ce qui est important, c'est qu'il a toujours été esclave. Et donc, la preuve, la traite négrière, les traites négrières, vous voyez? Mais on dit aussi ça de la colonisation. On dit
l'événement le plus important qui a précipité le noir dans le monde de la modernité du progrès, c'est la colonisation. C'est pour ça qu'on prend la colonisation comme point central de la chronologie. Et qu'on dit période précoloniale, période coloniale, période post-coloniale. Et peut-être même on va dire bientôt période néocoloniale. C'est toujours colonial. C'est-à-dire que la colonisation, qui est un accident historique, est présentée comme la substance de notre évolution historique. Et les Africains, souvent, sont eux-mêmes affectés par ce qu'on appelle le malheur du colonisé. Parce que c'est la conscience malheureuse dont parle Hegel, qu'on a cultivée chez les nègres, dans les missions coloniales et dans les écoles des missionnaires coraniques et tout, les écoles coraniques aussi des marabouts. C'est une conscience malheureuse. Et cette conscience malheureuse, on doit la détruire. Et pour la détruire, il faut revenir à notre propre agenda mémoriel. Et cet agenda mémoriel, seules des institutions peuvent les assumer. N'est-ce pas? Pour le bénéfice de l'humanité entière. Parce que souvent, nos agendas mémoriels coïncident aussi avec les malheurs de l'Occident. Par exemple, que serait devenue la France si les Africains n'étaient pas venus la sauver contre l'Allemagne nazie? La même Allemagne avec laquelle la France prétend aujourd'hui faire l'union en Europe. Que serait devenue la France? Parce que tous les historiens qui ont évalué cette situation ont dit que la France serait devenue une province allemande. Et que les Français parleraient aujourd'hui la langue des Boches, comme ils disaient eux-mêmes. Que la France serait aujourd'hui gérée par une monnaie nazie allemande. Or, c'est ce qu'ils nous font avec le CFA, la même chose que Hitler leur a fait, etc., etc. C'est parce que les Français eux-mêmes sont devenus amnésiques que certains nous disent que nous n'avons qu'à subir le destin de migrants ici en Paris, en France. Parce que si la France est en capacité de chasser les migrants africains, c'est parce que les Noirs ont libéré la France. Ce sont les Noirs qui ont libéré la France. Cette vérité-là, les historiens commencent à l'admettre de plus en plus, hein, notamment les historiens anglo-saxons, hein, qui disent que tous les éléments concourent à montrer que lorsque Vichy a collaboré avec l'Allemagne nazie, il y avait plus de résistance quasiment à l'intérieur de la France. Le terrain de la résistance de la France, c'était l'Afrique équatoriale française. C'était les Africains qui résistaient. Et la bataille qui a sauvé la France, ce n'est pas l'arrivée des Américains qui se sont parachutés sur les plages de Normandie. C'est la bataille de Bir Hakeim, dans le désert de Libye, où les nègres ont mis un terme à la suprématie militaire de celui qu'on appelait le renard du désert. C'est-à-dire l'homme que Hitler avait envoyé pour conquérir l'Afrique et qui a échoué, précipitant la chute d'Hitler lui-même. Donc, tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire l'enlisement dans la neige en Russie, hein, de la soldatesque nazie, c'est la conséquence d'abord de la défaite subie en Afrique par les nazis. Et ceci doit être clair pour tout le monde. Voilà pourquoi les Français, en falsifiant l'histoire d'Afrique, falsifient eux-mêmes leur propre histoire. Et le général de Gaulle apparaîtra toujours dans l'histoire comme l'homme qui a empêché les combattants africains qui ont sauvé la France de parader sur les Champs-Élysées. Il a préféré les consigner quelque part, quasiment sans nourriture, pour mettre des Polonais, des Blancs qui n'ont jamais combattu, afin qu'ils soient applaudis sur les Champs-Élysées. On a mis même des tenues militaires à des gens qui n'ont jamais combattu. On les a pris dans la rue, on a dit venez, paradez, comme ça on va montrer que c'est l'armée de Leclerc, l'armée, etc. Voilà ce que la France a fait. Donc, de ce point de vue, d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, dans Nation et Agriculture, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre même d'élucider l'histoire de la France. Ce sera dit plus tard, au cours des études que nous allons faire, dans le cadre de ce que nous proposons, à savoir un club de lecture des grands ouvrages classiques. Pas juste un club de lecteurs qui viennent discuter, mais un
club de lecture où on va appliquer notre méthode à tous les livres importants, n'est-ce pas? Et il y a des livres qui sont écrits aussi par des Blancs, qui sont importants. Dès lors que ces livres disent la vérité sur l'Afrique, ou la part de vérité sur l'Afrique, il est incongru de les exclure de la bibliographie fondamentale. Donc voilà pourquoi nous allons nous atteler à cette tâche. Hein? Et je crois devoir demander à mon frère qui est gérant de ta mairie qu'un tel cadre, hein, qui permettra non seulement d'acquérir ces livres, n'est-ce pas, mais d'en faire une lecture ensemble, un groupe de lecture et de réflexion de ta mairie. Hein? Je pense qu'un tel club ne serait pas de trop. En tout cas, nous disons que ce serait le bienvenu et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour qu'un tel club puisse être mis en œuvre, mis en place et fonctionner correctement pour nous donner des éléments qui permettent de comprendre dans la profondeur les ouvrages sélectionnés. Voilà, je vais aller à ma 7e question, professeur. Elle est celle-ci. Pourquoi le professeur Diop a-t-il tant insisté sur la falsification moderne de l'histoire et la naissance du mythe du nègre? Le point de départ de l'investigation scientifique du professeur Cheikh Anta Diop, c'est la lutte, le combat contre l'amnésie collective du peuple africain, mais aussi contre l'amnésie des peuples qui croyaient être en contact pour la première fois avec des populations qu'ils qualifiaient de peuples sauvages ou inférieurs. Il y a même un ouvrage qui est intitulé « Les non-civilisés et nous ». C'est le « nous » qui est ambigu. Les non-civilisés et nous. Vous voyez? Donc, il y a un autre ouvrage de Baron von Glumpovitz qui est intitulé « La guerre des races ». Tous ces ouvrages veulent dire, tout simplement, que le blanc a une mission civilisatrice vis-à-vis du noir. Qu'est-ce qu'on appelle une mission civilisatrice? C'est-à-dire le blanc a le devoir de donner une religion au noir pour que le noir sorte de fétichisme, de l'animisme, bref, de l'idolâtrie. Et c'est ça qu'on appelle l'œuvre civilisatrice des missions chrétiennes. Le blanc, le leucoderne, qui se croyait supérieur, avait un devoir aussi d'instruire les nègres. Ça veut d'abord leur apprendre à lire, leur apprendre à écrire et leur donner la civilisation de la race supérieure. Prétention que n'avaient pas les Anglais. Les Anglais voulaient tout simplement maximaliser les profits. Mais ils laissaient aux Noirs toute autonomie de gestion. Parce qu'ils disaient même que parfois les Noirs étaient plus civilisés. Et ceux qui ont dit ça, c'est des auteurs comme Léo Frobenius, qui a écrit la phrase suivante: « Civilisés jusqu'à la moelle des os étaient les nègres. » Frobenius. Donc, nous pensons que ce sont les exigences qui sont affichées par la propagande coloniale. Et il y a un autre aspect, c'est que il faut lutter contre l'anthropophagie, c'est-à-dire le cannibalisme. Il faut lutter contre les mœurs qui font du nègre une sorte de transition entre la brute et la bête. C'est-à-dire les guerres tribales. Vous savez que jusqu'à présent, les interventions militaires sont motivées par le fait de mettre un terme aux guerres tribales. Aussi, les casques bleus. Et tout ça, c'est pour éviter le tribalisme. Il y a même des gens qui ont une lecture tribaliste de la crise post-électorale camerounaise. Alors, et aussi de ce qui se passe dans les provinces anglophones. Alors que ce qui se passe dans les provinces anglophones, c'est dû aux conséquences du colonialisme des Anglais, des Allemands et des Français. Les Allemands, les Français et les Anglais
ont refusé la forme du fédéralisme. La forme du fédéralisme correspondait aux anciens royaumes. Les gens avaient une autonomie de gestion. Et ils ne travaillaient pas pour un État central qui était un État de rente pour tel ou tel groupe lié aux Occidentaux. Donc voilà le fond du problème. C'est-à-dire que le tribalisme est devenu l'argument clé qui justifie la mission civilisatrice et divine. Pourquoi divine? Parce que le curé blanc, il ne disait pas il faut obéir à Dieu. Il disait obéissez-moi, je suis à l'image de Dieu. Voilà pourquoi les nègres pensaient que le blanc est un être divin. Ces faits sont très importants. Vous voyez? Parce que cela va emmener toute une aliénation dont des auteurs ont parlé avec force, rigueur et argument. C'est le cas de Frantz Fanon, dans un texte intitulé « Le nègre et la psychopathologie ». Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Cheikh Anta Diop s'en prend à la falsification historique, c'est le chapitre 3. C'est peut-être le texte le plus long. Et il y a juste un aspect qu'il importe de voir, parce qu'il passe en revue les mécanismes de cette falsification par les égyptologues. D'abord, le frère aîné de Champollion le Jeune, le déchiffreur des hiéroglyphes, qui s'appelait Champollion Figeac. Ensuite, Maspero. Ensuite, l'italien Rienzi. Ensuite, l'italien Cherubini. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il parle du témoignage de Volney, qui est un témoignage capital. Et ce témoignage vient restituer la vérité là où il y a eu le voile pudique de la falsification. N'est-ce pas? Mais, ce qui est important, c'est que lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte à la fin que le propos de Cheikh Anta Diop est très simple. Il ne s'agit pas pour Cheikh Anta Diop de créer un sentiment, excusez-moi, de ressentiment et de haine vis-à-vis du blanc. Il s'agit pour Cheikh Anta Diop de montrer que le peuple qu'on appelle le peuple africain est à l'origine de la promotion des Indo-Européens et des Sémites dans l'histoire. Je prendrai juste un exemple, parce que cela donne matière à polémique. C'est-à-dire que si les jeunes Européens actuels savaient que les acquis dont ils bénéficient aujourd'hui sont dus à des peuples noirs qu'ils méprisent, ils n'auraient pas la même psychologie vis-à-vis des Noirs. Je veux dire par là que la notion que certains nient aujourd'hui, qui est la notion de suprématie blanche, cette notion ne serait pas niée. Parce que tout ce qui se passe dans les relations humaines procède de cette notion. La notion de la suprématie blanche. Donc, Cheikh Anta Diop explique d'où vient la mutation que les Juifs ont subie. Il dit ceci. Et ça, c'est très simple parce que on ne doit même pas être un érudit pour comprendre. Il dit ceci. Les Cananéens devaient être encore plus rapidement métissés que les Égyptiens parce qu'ils étaient moins nombreux démographiquement et se trouvaient, pour ainsi dire, sur la route d'évasion de ces peuples blancs qui finirent par les envahir de tous côtés. Le peuple juif, c'est-à-dire la première branche dite sémitique, à partir d'Isaac, semble donc n'être que le produit de ce métissage, comme on l'a vu plus haut. C'est pour cela qu'un historien latin a écrit que les Juifs sont d'origine nègre. Quant à l'esprit cynique, mercantile, qui constitue la toile de fond même de la Bible, Genèse, Exode, il n'est que le reflet des conditions géographiques particulières dans lesquelles le peuple juif s'est trouvé placé dès l'origine. Ce n'est pas des dispositions de race, c'est les conditions géographiques dans lesquelles ce peuple s'est
a été placé, le nomadisme, les conditions de vie dans le désert. C'est ça. La production intellectuelle des Juifs, poursuit Cheikh Anta Diop, depuis ses origines jusqu'à nos jours, s'explique également par ces conditions perpétuelles dans lesquelles ils ont vécu. Formant des îlots d'apatrides au sein de nations sédentaires depuis leur dispersion, ils ont connu constamment une double inquiétude, celle d'assurer leur résistance matérielle dans un milieu apparemment hostile, celle qu'engendrait la hantise des pogroms périodiques qu'ils subissaient. Naguère, dans les steppes eurasiatiques, c'étaient les conditions physiques qui ne permettaient aucune illusion, aucune léthargie. Et si l'homme n'y a pas créé une civilisation merveilleuse, c'est parce que le milieu était trop hostile pour se faire. Maintenant, ce sont les conditions politiques et sociales qui interdisent aux Juifs tout sommeil intellectuel. Les Juifs n'ont commencé à compter véritablement dans l'histoire qu'à partir de David et Salomon, soit le début du premier millénaire, époque de la reine de Saba. La civilisation égyptienne était à cette époque déjà plusieurs fois millénaire, à plus forte raison la civilisation nubio-soudanaise. Il est donc impensable de tenter d'expliquer celle-ci par un apport juif quelconque comme on le fait actuellement. Salomon n'a été qu'un petit roi régnant sur une petite bande de terre. Il n'a jamais gouverné le monde comme le disent les légendes. Il s'est distingué par son esprit de justice et par ses talents de commerçant avisé. Il s'était en effet allié avec les commerçants de Tyr pour construire une flotte marchande en vue de l'exploitation des marchés par-delà les mers. La Palestine fut prospère durant son règne grâce à cette activité commerciale et lucrative. Ce fut le seul règne important de toute l'histoire juive jusqu'à nos jours. Plus tard, le pays sera conquis par Nabucodonosor qui effectuera un transfert de population juive à Babylone. Ce fut la période dite de la captivité. C'est-à-dire cet extrait du professeur Cheikh Anta Diop qu'on retrouve à la page 186 montre qu'en fait, leur captivité à Babylone, sous le règne du sanguinaire Nabucodonosor, a été de loin la plus cruelle épreuve que les Juifs aient subie. En aucun cas, les Juifs n'ont subi l'esclavage en Égypte. Nous le savons maintenant par les fouilles archéologiques, les documents épigraphiques qui sont surabondants. Ce qu'il convient de dire, c'est qu'au contraire, quand on considère l'apport d'Abraham au judaïsme, cet apport fut nul. Quand on considère l'apport d'Isaac au judaïsme, cet apport fut nul. Quand on considère l'apport de Jacob au judaïsme, cet apport fut nul. Quand on considère l'apport de Joseph au judaïsme, cet apport fut nul. Le seul qui a apporté quelque chose de vérifiable, de palpable, de substantiel au judaïsme, c'est précisément Moïse. Et Moïse vivait en Égypte. Il est né en Égypte, il a grandi à la cour de Pharaon, il a évolué en Égypte, il a été formé en Égypte, de l'aveu même du texte biblique lui-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, comme on l'a écrit dans les textes des évangiles canoniques, que Moïse a été instruit de toute la science des Égyptiens. Moïse a été instruit de toute la science des Égyptiens. S'il en est ainsi, et nous n'avons aucune raison de contredire cette déposition de la Bible elle-même, eh bien, ça veut dire que Moïse, en fait, doit tout à l'Égypte. Et si Moïse doit tout à l'Égypte, le peuple juif doit toute sa législation. Ce qu'on appelle les lois, les tables de la loi, n'est-ce pas? Eh bien, doit tout à l'Égypte. Alors, comment pouvez-vous, en même temps, vouer aux gémonies, diaboliser le peuple auquel vous devez tout? C'est ce qui ressort de l'examen strict des documents. Tout le reste, ce sont des états d'âme et tout simplement des effets de manche. Merci de toutes ces précisions. Voilà, je vais aborder mon avant-dernière question, exactement la 8e, qui est celle-ci. Quels sont les arguments scientifiques sur lesquels Cheikh Anta Diop s'est appuyé pour démontrer l'origine nègre de la civilisation de l'Égypte ancienne? J'ai parlé tout à l'heure des sources internes. J'appelle sources internes les sources de l'Antiquité égypto-nubienne. Cheikh Anta Diop a été le premier auteur à montrer comment les Égyptiens se représentaient eux-mêmes, comment les Égyptiens se nommaient, comment les Égyptiens concevaient l'origine même de leur type ethnique. Et cela met en évidence un fait massif. Les Égyptiens considéraient leur roi, non pas comme le pharaon, parce que ce mot signifie tout simplement la grande demeure, mais comme celui qui vient du sud. Le roi Dieu qui vient du sud.
C'est le vrai titre. Nessou. C'est le vrai titre. Donc ça veut dire qu'il venait du sud. Quand on parle du sud, c'est de quel sud? Les Égyptiens ont dit qu'ils venaient de la région des Grands Lacs africains et de nulle part ailleurs. Cheikh Anta Diop a mis en évidence aussi comment les Égyptiens ont parlé de l'origine de leur divinité, de l'origine de leur science, de l'origine de leurs arts, de l'origine de leur religion. Mais le fait le plus important et le plus intriguant, c'est l'origine de l'écriture hiéroglyphique. Toute la faune et la flore de l'Égypte ancienne, les animaux, les plantes et tout ça, on ne peut pas trouver ça en Asie. On ne peut pas trouver ça dans le soi-disant Proche-Orient. On ne trouve ça que dans la région des Grands Lacs, à l'exclusion de toutes les autres régions. Je donne juste 3 signes. Le signe de l'ibis à Crète, que Gardiner appelle Crested ibis. Ben, c'est un animal qui ne vit qu'en Zambie. En tout cas, sur le pourtour de la Zambie. C'est ça qui donne le signe Aku. C'est le signe G25 dans la nomenclature de Gardiner. N'est-ce pas? Donc c'est africain. Pourquoi ce signe n'existe pas dans les frontières actuelles de l'Égypte? Si les Égyptiens avaient pris cet animal, qui est très important pour eux, dans les frontières actuelles de l'Égypte, mais on trouverait cet animal actuellement en Égypte. Cet animal, on ne le trouve que dans le cœur de l'Afrique. Bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le signe du Sa, le Sa, c'est-à-dire le fils. C'est un oiseau. Cet oiseau, on ne le trouve qu'en Sénégambie. C'est même son nom savant, sénégalensis. C'est en Sénégambie. Hein? Pourquoi on ne trouve pas ça au Liban? Pourquoi on ne trouve pas ça en Judée et en Samarie? Pourquoi on ne trouve pas ça en Mésopotamie? Autre chose, la plante héraldique qu'on appelle soute, n'est-ce pas? C'est-à-dire la plante héraldique du sud. On ne trouve ça qu'au Soudan, jusqu'à la région d'Omdurman. Donc au-delà du 23e parallèle. Pourquoi on ne trouve pas ça en Libye? Pourquoi on ne trouve pas ça au Proche-Orient? Au Moyen-Orient, à supposer que l'Orient existe. Vous voyez? Tous les signes hiéroglyphiques procèdent de la faune, de la flore et de l'univers de la région des Grands Lacs et nulle part ailleurs. Plus grave, l'endroit où les Égyptiens séjournaient après leur départ vers l'Amdouat s'appelait les champs d'Yalou. Et les champs d'Yalou, c'est le paradis des Égyptiens. Et dans la tombe de Sénégem, quand on voit la représentation de ce lieu de félicité, de ce lieu de bonté, de ce lieu de générosité, on se rend compte que c'est la duplication pure et simple de la région des Grands Lacs. On voit les lacs avec leurs noms, on voit les animaux, les cercopithèques, les babouins, sinon c'est ça, tout ça. Oui. Pourquoi on ne trouve pas ces animaux? Pourquoi on met comme animal totémique du dieu Thoth, le dieu le plus important, un animal qu'on ne trouve qu'en Ouganda, en RDC et au Rwanda? Pourquoi? Donc est-ce que c'est parce que les Égyptiens qui sont censés, d'après leur théorie, n'avoir jamais été en contact avec les nègres vrais du Sud? Parce que les Égyptiens n'étaient pas des nègres vrais. Les Égyptiens étaient des blancs à peau noire ou à peau brune. Pourquoi on ne trouve pas des traces archéologiques des Asiatiques dans ces régions? Vous voyez? Donc tous ces faits massifs nous amènent à reconsidérer l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens seraient venus du Nord. Et ils ont inventé une thèse qui ne tient pas, qui ne peut pas prospérer. C'est la thèse qu'on appelle la thèse de la prépondérance du delta. Jacques Laberry a montré, après des travaux sur le delta du Nil, ils ont prélevé des carottes et ils les ont datées, que le delta, en tant que terre ferme habitable, n'existait pas du temps du roi Narmer Ménès. Or, nous sommes déjà largement après, nous sommes dans la période tinnite, nous sommes largement après le début de la civilisation égyptienne. Donc, comment ceux qui ont créé la civilisation égyptienne
peuvent être venus d'une terre, d'un territoire qui n'existait pas, qui était sous l'eau. Est-ce qu'ils étaient des amphibiens? Voilà donc les hypothèses auxquelles aboutissent la falsification de l'histoire de l'Afrique. Vous voyez? Et Cheikh Anta Diop a étudié aussi tous les liens entre la civilisation nubienne et la civilisation pharaonique. La royauté pharaonique vient de Nubie. Il n'est que de voir les découvertes de costules qui ont été faites par Bruce Williams, c'est-à-dire l'encensoir royal de Costules, et toutes les autres découvertes au demeurant. Donc c'est la thèse inverse qui est vraie, qui est étayée, à savoir l'origine méridionale de ceux qui ont peuplé la basse vallée du Nil, la moyenne vallée du Nil et le Sahara. Parce que ce qu'on voulait dire maintenant, c'est que c'est du Sahara que sont venus les Blancs mythiques. Et donc, on dit que les Berbères avaient des ancêtres qui vivaient au Sahara. Outre le fait que toutes les peintures rupestres du Sahara, étudiées par Henri Lotte et par d'autres savants, montrent invariablement un type noir, mélanodère. Mais nous savons que les Berbères sont un résidu de ce qu'il est convenu d'appeler les peuples de la mer, qui ont été conduits de force dans la région de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye, par le pharaon Merneptah. Donc nous sommes à une période très tardive. Cela invalide également l'hypothèse d'un peuplement de Sahara par les proto-berbères. Donc, le Sahara n'a pas peuplé la vallée du Nil. C'est l'inverse. Ce sont des populations venues de la région des Grands Lacs africains qui, au Paléolithique supérieur, au Mésolithique, au Néolithique, au Proto-Dynastique, au Pré-Dynastique, ont essaimé pour aller vers le Sahara qui était verdoyant jusqu'à moins 7000. Le Sahara était verdoyant jusqu'à moins 7000. C'est à partir de moins 7000 que le dessèchement du Sahara devient un fait que les géologues, les spécialistes peuvent étudier et nous avons les datations à cet égard. Merci. Ma dernière question, elle est celle-ci. Les autres civilisations anciennes d'Asie, d'Europe, d'Amérique sont-elles évoquées? Voilà. Les autres, je vais recommencer. Les autres civilisations anciennes d'Asie, d'Europe, d'Amérique sont-elles évoquées dans Nation Nègre et Culture? Voilà, là, c'est en fait mon avant-dernière question. Voilà. Dans Nation Nègre et Culture, il y a une thématique historiographique que le professeur Cheikh Anta Diop aborde, mais sans l'approfondir. Mais il va l'approfondir plus tard dans Antériorité des civilisations nègres. Il s'agit du substratum nègre de l'humanité. C'est-à-dire que Cheikh Anta Diop affirme qu'en Asie, les Noirs sont arrivés les premiers, suite aux migrations préhistoriques qui ont affecté ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est l'homme de Kafzé. Voilà, on va dire comme ça. L'homme de Kafzé, c'est un homme qui a été trouvé en Palestine actuelle et qui est un nègre typique. Et cet homme a amené toute sa culture en Palestine actuelle. Et c'est l'évolution de cet homme in situ qui a donné ce qu'on appelle les Natouféens. Les Natouféens ont été étudiés par Miss Garrod, une grande archéologue, n'est-ce pas? Et les proto-cananéens sont descendants directs des Natouféens. Par conséquent, les Noirs ont occupé la Palestine pendant la préhistoire. Ceci est un fait certain. D'ailleurs, on ne disait pas Palestine. Palestine vient du mot Philistiou, qui veut dire les Philistins. C'est un rameau de ces peuples qui déambulaient dans le désert et dont les descendants sont actuellement les Palestiniens. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas confondre ces peuples qui sont venus tardivement avec le rameau mélano-africain qui a donné plus tard les Cananéens. N'est-ce pas? Et donc, l'homme de Kafzé est le prototype de ce rameau. C'est pour ça que les résultats des fouilles qui ont lieu en Israël, actuellement, en Jordanie, et en Palestine, c'est-à-dire la bande de Gaza, et tout ça, ne sont jamais communiqués. On les cache. Parce que ces fouilles montrent des cultures qui sont les mêmes que celles des cultures préhistoriques africaines. Donc ça, c'est un premier fait qui doit être entériné par tout le monde. Deuxième chose, il a existé une migration précoce qui a affecté cette fois-ci l'Asie dont nous parlons. Donc il y a deux types de populations qui sont arrivées là-bas. Il y a une population qu'on appelle
les hommes d'Andaman, dans la presqu'île indienne d'Andaman. Ce sont des gens qui sont donc, ils ont des cheveux lanugineux et crépus, comme les Africains actuels. Ils ont le mode de vie des Africains actuels. Et il y a des hommes qui, eux, ont le type beaucoup plus filiforme, avec des cheveux moins lanugineux, et qui sont raides. Ce sont les Dravidiens, les proto-Dravidiens. Et ce sont ces proto-Dravidiens qui vont créer les plus anciennes civilisations de la vallée de l'Indus, en Inde même. Actuellement, c'est au Pakistan, comme vous trouvez les vestiges. Il s'agit des civilisations de Mohenjo-Daro et d'Harappa. Mais les populations d'Andaman ont vécu en Inde actuellement et sont la trace des Africains de l'Afrique de l'Ouest qui sont venus. Le type dravidien est lié au type éthiopien de la corne de l'Afrique. Et puis, il y a un autre type sur lequel on reste discret. C'est le type des Noirs qui ont les yeux bridés comme les Chinois. Ils sont Chinois, mais ils sont tout noirs. Et on les trouve dans les montagnes des Philippines, à l'état de survie. Ce sont les négritos, les fameux négritos des Philippines. On les trouve actuellement en Chine, mais ils sont minoritaires parce qu'il semblerait que ce sont ces populations mélanodermes d'Asie qui ont fait les travaux qu'on appelle les murailles, les grandes murailles. Donc, qui sont des grands travaux qui ont été très coûteux en vie humaine, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, il existe dans les traces de la civilisation chinoise, la dynastie Shang et toutes ces dynasties, les traces des Africains. On en parle, on dit c'est des Noirs. Au Japon, c'est encore plus clair. On dit que pour qu'un samouraï soit brave, il faut qu'il ait du sang noir. D'accord? Tous les arts guerriers, les arts martiaux, ils disent que ça leur vient d'Afrique. Vous voyez? Tous les arts guerriers, les arts martiaux. Donc, il est évident que toute l'Asie a connu le substratum nègre. En ce qui concerne l'Europe, nous sommes certains que l'homme africain arrive en Europe à partir de moins 40 000. Il s'agit de l'homme de Grimaldi. Et cet homme va d'abord peupler la région qu'on appelle Menton, jusqu'à Monaco, et aussi aller vers la péninsule ibérique, on l'oublie souvent. Ce sont les travaux du spécialiste Bosch Gempera, qui montrent que ce sont des Noirs qui étaient en Espagne et au Portugal, à partir de moins 15 000. Donc il est certain que les Grimaldiens ont proliféré au sud de l'Europe, à l'exclusion des zones septentrionales, à cause du climat froid. Ce climat, n'est-ce pas, a duré 100 000 ans. C'est la glaciation Vion, la dernière. Donc l'homme ne pouvait pas s'aventurer vers la Scandinavie, même pas vers l'Angleterre, le succès. L'homme devait rester vers la mer chaude qu'est la Méditerranée. Il ressort ce qui précède, que le Grimaldien a donné naissance 20 000 ans après, par différenciation ethnique dans le foie, à un type albinoïde que nous appelons aujourd'hui Cro-Magnon. C'est ce type qui va ensuite aller vers les steppes eurasiatiques, c'est-à-dire les régions que vous appelez aujourd'hui l'Ukraine, et toutes ces régions très déshéritées, très froides, n'est-ce pas, pour créer un berceau pour les Indo-Européens. On les appelle Indo-Européens parce que ce type humain est parti en Inde, à partir du berceau là, de l'Ukraine et de toute cette région-là, Mongolie, jusqu'aux steppes mongoles, n'est-ce pas? Et quand il est parti là-bas, on lui a donné le nom de Arya, d'où Arien, n'est-ce pas? Et c'est le même type qui a essaimé en Perse. Iranien vient d'Arien, n'est-ce pas? Comme nous le savons. Donc, il est certain que c'est le même type qui a été en Océanie. Donc, nous pouvons suivre les traces à partir de moins 25 000 de ce qu'on appelle les Mélanésiens. Qu'est-ce qu'on appelle Mélanésiens? Mélanésiens, c'est tout simplement Mélas et Islos. Donc, les Grecs appelaient Mélanésiens des Noirs qui sont partis sur des îles en Océanie. C'est des Mélanésiens. Et mais les autres vont les appeler d'un terme péjoratif aborigènes. Aborigenos, n'est-ce pas? Donc, ils étaient en Nouvelle-Zélande, ils étaient en Tasmanie, ils étaient dans toutes ces régions que vous appelez aujourd'hui les régions peuplées par des Blancs, en fait, qui les ont exterminés en grande partie. Hein? Et ce sont donc les mêmes nègres qui sont partis en Amérique, qui ne s'appelaient pas Amérique, comme le montre l'ouvrage de Pathé Diaye. Ils avaient un nom pour désigner ce continent-là.
n'est-ce pas? Dans leur propre langue, n'est-ce pas? Tarana, c'était le nom qu'ils utilisaient pour désigner ce continent. Mais il, c'est qui? Il faut faire la part des choses entre le peuplement autochtone, c'est-à-dire des Noirs venus d'Afrique. Ce sont ces Noirs dont vous voyez les têtes, qu'on appelle les têtes colossales de la Venta. N'est-ce pas? Des têtes négroïdes, c'est eux qui étaient là avant. Que des populations de type asiatique ne viennent maintenant par le détroit de Bering qui était guéable pour venir se greffer en tant que population allogène sur ce substrat mélano-africain. Et c'est ça qui a donné le type si particulier des Amérindiens dont on parle aujourd'hui. Donc toute l'humanité a été peuplée à partir d'un noyau ethnique unique, une souche unique. Et ceci doit être clair, parce que l'archéologie préhistorique, la paléontologie humaine, surtout la génétique des populations montre aujourd'hui que à partir de l'ADN mitochondrial, on peut reconstituer, si vous voulez, le génome humain. C'est ce qu'on appelait le séquençage du génome humain. Et cela montre invariablement que la seule variété biologique qui est gardée, les gènes les plus anciens, les haplotypes les plus anciens, c'est la variété biologique mélano-africaine. Ceci confirme donc, et ce sera notre dernier mot, la validité scientifique de la thèse de l'origine unique, monogénétique et négro-africaine de l'humanité développée par Cheikh Anta Diop dans Nation Exécutive. Voilà, à la sortie, à la sortie de Nation Nègre et Culture, Césaire, disons, a fait un grand travail qui inspire cette dernière question, qui est la 10e. Voilà, le grand poète Aimé Césaire a-t-il exagéré en affirmant que Nation Nègre et Culture est le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit jusqu'ici? L'histoire des nègres se confond avec l'histoire de l'humanité entière. Ça veut dire que tout ce qui a été écrit depuis Imhotep fait partie de l'histoire des nègres et se confond avec le début de l'histoire de l'humanité. La question qui est posée là, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu de livre ou d'écrit audacieux? Il faut bien voir audacieux. De livres semblables de la part de Cheikh Anta. Il faut situer le contexte dans lequel le grand poète Aimé Césaire a été amené à faire cette affirmation. C'est dans son ouvrage Discours sur le colonialisme. Et Aimé Césaire avait constaté que Cheikh Anta Diop promenait son manuscrit original dans le tout Paris progressiste à la recherche d'un éditeur qui pouvait l'aider à éditer ce livre. Qu'il me soit permis pour la première fois de révéler que certains grands penseurs de la gauche bien pensante française, comme Jean-Paul Sartre, le grand Jean-Paul Sartre, a été lui-même approché. Et ces auteurs considéraient que l'égalité abstraite, juridique formelle, avait déjà été accordée aux Noirs, qu'ils trouvaient absolument inadmissible, c'est ce mot qu'il faut dire, que les nègres puissent prétendre aller plus loin en disant que ce sont eux qui ont civilisé les gens qui viennent de leur accorder l'égalité. Donc il a dit qu'on a beau être de gauche, on n'est pas masochiste pour autant. Donc il ne peut pas admettre cela, parce que les affirmations de Cheikh Anta Diop sont des affirmations inadmissibles pour les principes de la gauche française. Parce que la gauche française consent, peut concéder une égalité abstraite avec des formules comme droit de l'homme, état de droit, bonne gouvernance, justice sociale. Mais ces formules s'arrêtent à la frontière de la négricie. En d'autres termes encore, quand on parle des droits de l'homme, celui qui a le premier édicté ça, c'est un franc-maçon qui s'appelait Thomas Paine aux États-Unis. Le premier texte qu'on appelle Bill of Rights aux États-Unis, c'est les francs-maçons. Eh bien, il a dit que les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres. Non pas parce que les nègres n'ont pas une apparence humaine,
mais parce que les nègres ne connaissent même pas la notion de droit. Or, nous avons besoin d'eux pour enrichir nos plantations. Nous avons besoin d'eux pour que le sucre fonctionne, la canne à sucre, pour un certain nombre de choses. Parce que, comme dirait le personnage de Voltaire, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Donc, aujourd'hui, on ne dirait plus le sucre. Aujourd'hui, on dirait le coltan, hein? Le diamant, manganèse, bauxite. C'est à ce prix que la France a le statut de puissance moyenne dans le concert d'argent. Que voulez-vous que la France devienne si elle lâchait les nègres, si elle desserrait son emprise, son étau sur les nègres? La France deviendrait une nation plus humble que l'Albanie dans le concert d'argent. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc, nous avons dit, il y a une possibilité, c'est concevoir des rapports gagnant-gagnant. Et ils ont dit non. Pour l'instant, nous, on gagne tout. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse que vous gagnez vous? Voilà les ressorts psychologiques de cette histoire. Donc, on comprend que Jean-Paul Sartre, Emmanuel Mounier, celui qui a fondé le courant qu'on appelle le personnalisme, et la revue Esprit, est aujourd'hui la revue qui poursuit ce travail-là. Et tous ces gens ont dit, on ne peut pas éditer un tel livre. La preuve, un grand marxiste, comme Jean Suré Canal, a dit que ce livre-là, c'est un gobinisme nègre. C'est une théorie de Gobineau, mais vue à la sauce nègre. Par conséquent, c'est un renversement du gobinisme, ce livre. Or, le renversement d'une proposition raciologique est encore une proposition raciologique, mais cette fois-ci au détriment du blanc. Donc, c'est cela qui a amené un certain nombre de gens à dire il faut tout faire pour que ce livre ne sorte nulle part. Et ils ont presque réussi. Sauf que Cheikh Anta Diop est tombé sur un de ses compatriotes. Et Césaire a tout fait parce qu'il a lu le livre en une nuit. Et Césaire a dit, non seulement c'est le livre le plus audacieux que Nègre ait jamais écrit, jusqu'ici, mais c'est le livre qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Et si l'Afrique se réveille, l'humanité change. Cela me rappelle une formule d'un grand Alain Perfit, son ouvrage. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je crois que nous sommes dans les tremblements actuellement. Eh bien, la même chose. Quand l'Afrique se relèvera, les fondations du monde impérialiste vont s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est ce spectacle apocalyptique que la gauche européenne et la droite européenne ne sont pas prêtes à accepter. Et donc, Alioune Diop, c'est son honneur, c'est le lieu de rendre hommage à cet homme. Et je ne peux pas résister au plaisir, puisque nous touchons à la fin de ce live, de lire la dédicace de Cheikh Anta Diop. La reconnaissance est la marque des grands seigneurs. Et voici ce que Cheikh Anta Diop écrit. Je dédie ce livre à la mémoire de Alioune Diop, mort sur le champ de la bataille culturelle africaine. Alioune, tu savais ce que tu étais venu faire sur la terre. Une vie entièrement consacrée aux autres. Rien pour soi, tout pour autrui. Un cœur rempli de bonté et de générosité. Une âme pétrie de noblesse. Un esprit toujours serein. La simplicité personnifiée. Le démiurge voulait-il nous proposer, en exemple, un idéal de perfection en t'appelant à l'existence? Hélas, il t'a aussi ravi trop tôt à la communauté terrestre à laquelle tu savais, mieux que tout autre, transmettre ce message de vérité humaine qui jaillit du tréfonds de l'être. Mais il ne pourra jamais éteindre ton souvenir dans la mémoire des peuples africains auxquels tu as consacré toute ta vie. C'est pour cela
que je te dédie ce livre à ta mémoire en témoignage d'une amitié fraternelle plus forte que le temps. Cheikh Anta Diop, Dakar, le 29 octobre 1980. Donc, ce témoignage de reconnaissance vis-à-vis de celui qui a édité Nation Nègre et Culture, qui a eu l'audace, au moment où tout le monde se disait, c'est une bombe à retardement. En effet, c'en était une bombe à retardement. Parce que dans ce livre, il y a la reconstruction aussi du mythe du nègre. L'idée que le nègre est un être d'émotion, un être de rythme, d'union avec les forces cosmiques. Qui a été le premier à théoriser ce qu'on a appelé plus tard la négritude? Jean-Paul Sartre. Dans quel texte? Dans un texte appelé Orphée Noir, qu'il faut relire, parce que c'était une préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor. Et c'est dans cette préface qu'il a élaboré les traits distinctifs du nègre, vu par un homme de gauche qui se dit existentialiste, parce qu'il a dit que l'existentialisme est un humanisme. Mais en quoi cette définition du nègre est-elle humaine? Donc, c'est là où nous touchons du doigt la déconstruction par Cheikh Anta Diop de ce mythe. Et dans ce mythe, il y a l'idée que le nègre est inapte à la raison analytique et discursive. Et n'allez pas dire à un nègre de faire les mathématiques. N'allez pas dire à un nègre de faire la biologie, de faire les sciences. Eh bien, autant Cheikh Anta Diop a rendu hommage, et cet hommage, chacun de nous a pu en apprécier la teneur, autant je terminerai ce live par l'hommage rendu par Théophile Obenga à son maître, Cheikh Anta Diop, dans cet ouvrage intitulé Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx, contribution de Cheikh Anta Diop à l'historiographie mondiale. Il écrit ceci. Salut à toi, Osiris Cheikh Anta Diop, Dieu parfait qui monte à l'horizon. Tu brilles, tu resplendis, tu es lumineux, tu culmines. Tes chairs revivent, ton âme est noble et ton pouvoir est divin. Ô maître, tu as atteint le pays de ton père Amon-Ré. Voilà, merci pour vraiment cet éclairage, voilà, qui inaugure effectivement, disons, la série de live que nous allons régulièrement proposer sur les grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite. La prochaine édition de ce live, aura lieu vendredi et portera sur le titre paru la même année que 1954 comme Nation Nègre et Culture, Stolen Legacy. Stolen Legacy de George James, qui a connu une traduction en français à travers le titre Un héritage volé, avec pour sous-titre la soi-disant philosophie grecque est en réalité une philosophie égyptienne. Voilà, donc prochain live le vendredi sur Stolen Legacy de George James, paru aux États-Unis en 1954, l'année même de la première édition de Nation Nègre et Culture. Voilà, nous profitons pour annoncer pour ce week-end 2 conférences, samedi et dimanche. Sur notre page et sur notre compte, vous en aurez les détails. Merci.